Bonjour Stephen Smith. Bonsoir. Alors, vous avez longtemps été correspondant en Afrique, notamment pour Radio France Internationale. Ensuite, vous avez été responsable du service Afrique du quotidien Libération, ensuite du journal Le Monde. Vous avez la nationalité américaine. Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui professeur d'études africaines à l'université Duke, c'est en Caroline du Nord. Et vous avez publié, je crois, une quinzaine de livres sur ce continent africain que vous connaissez bien. Alors, au cœur de ce dernier livre, la démographie africaine, un continent exceptionnellement jeune. Je le disais, 80% des jeunes subsahariens ont moins de 26 ans. On peut dire que c'est une bombe à retardement à la fois pour l'Afrique et pour l'Europe? Je n'utilise pas tellement le mot bombe parce que ça fait très explosif et en plus ça fait comme si on n'avait pas pu voir venir la chose. Or c'est vraiment des mouvements de fond. Ça se fait depuis les années 1930. C'est là la bascule. L'Afrique à l'époque a 150 millions d'habitants et aujourd'hui 1,3 milliard et dans une génération 2050, 2,5 milliards. Donc c'est quelque chose qui est plutôt dans la lenteur. Ouais. On l'a vu et on n'a jamais pris conscience de la chose d'une certaine façon. Avant les années 30, il y avait eu l'effet de la colonisation et l'esclavage, évidemment, qui avait soit fait stagner, même reculer la population africaine. Tout à fait, et même le choc microbien qui, entre 1880, donc la conférence de Berlin, et 1930, a fait reculer la population de 200 millions à 150 millions. Vous avez raison, historiquement, l'Afrique est sous-peuplée. Oui. Et donc, à partir de 1930, la population africaine commence à augmenter et aujourd'hui, c'est exponentiel. Vous dites, par exemple, quelques chiffres parce que c'est impressionnant. Il y aurait aujourd'hui 9 millions d'Européens d'origine africaine et vous dites, il pourrait y en avoir entre 150 et 200 millions en 2050. Oui, parce que l'Afrique suit exactement la même évolution qu'ont connue les autres grandes régions du monde, comme par exemple l'Europe. L'Europe a migré massivement vers les États-Unis, vers l'Amérique. 60 millions d'Européens sont partis, 43 millions en Amérique. Ça, c'était à la fin de la transition démographique de l'Europe. De la même façon, l'Amérique latine a migré vers les États-Unis. Si vous prenez ça comme repère, bien sûr, les conditions ne sont pas les mêmes, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Les Européens, c'est presque un cinquième qui sont partis. Et l'Europe, à l'époque, c'était 300 millions d'habitants. Donc, si on appliquait ça, on arrivera à des chiffres. Mais bon, comparaison n'est pas raison. Il me paraît inéluctable qu'il y ait un raz-de-marée migratoire à partir du moment où l'Afrique passe un seuil de prospérité. Il y a déjà les communautés diasporiques installées qui peuvent aider le migrant à s'installer en Europe. Et troisième condition, c'est que cette prospérité se traduise par un pécule qu'on peut accumuler pour faire le grand voyage et aussi d'avoir une certaine vision du monde et les médias y contribuent. Tous les jours, les Africains voient comment la vie se présente dans d'autres parties du monde. Justement, vous venez d'y faire allusion, quels sont les Africains en fait qui sont tentés par l'émigration en Europe? Ce ne sont ni les plus riches ni les plus pauvres, c'est en fait cette classe moyenne émergente. Exactement, et il y a parfois de bonne volonté. On dépeint le migrant qui affronte tant d'obstacles, on le présente un peu comme le pauvre le plus pauvre, le désespéré qui vient de s'échapper de l'enfer de l'Afrique. Déjà, on parle souvent de l'Afrique qui gagne, l'Afrique émergente. C'est une certaine balkanisation de l'esprit qui fait que le migrant doit forcément être pauvre. En réalité, si les pauvres migraient et si les conditions de dictature poussaient à la migration, ce serait sous les Mobutu, les Bokassa que les gens auraient migré. C'est aujourd'hui qu'ils migrent. Il y a une classe moyenne à peu près de 200 millions d'habitants en Afrique et ces gens-là ont les moyens d'envisager un voyage et s'y lancent parce qu'ils savent que le différentiel est très important. C'est parmi la classe moyenne qu'on retrouve les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée dans ces bateaux. Oui, parfois c'est avec la solidarité familiale que les gens cotisent pour que quelqu'un parte. Parce qu'aujourd'hui, vous faites la différence dans les quartiers et dans les villages. Vous avez un parent à l'extérieur, vous avez des rétrotransferts et donc vous faites la différence par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ouais. Stephen Smith, combien d'Africains, pour aussi clarifier les chiffres, combien d'Africains arrivent chaque année en Europe? Pour l'instant, c'est entre 200 000 et 300 000. Dans l'année phare 2015, il y avait entre 200 et 400 000. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce déclenchement du raz-de-marée dont je parle. Ça va être le cas lorsque l'Afrique véritablement atteint un certain seuil de prospérité. Il faut quand même savoir que pour l'instant, la consommation d'électricité de l'Afrique subsaharienne, c'est l'équivalent de 20 millions de New-Yorkais. Donc, on n'est pas encore vraiment dans le développement. Mais nous sommes au seuil et ça va arriver. Et je pense que l'Europe n'a pas encore pris la mesure de ce défi.
Ce chiffre de 200 000, ce sont les statistiques officielles de l'Union européenne? Oui, ça c'est un chiffre qui n'est pas contesté. Il y a certes la Banque africaine du développement à un moment donné un peu exagéré en incluant des gens qui avaient 2 dollars par jour comme revenu et arrivaient à 350 millions. Mais je pense que 200 millions, c'est plutôt le consensus. Parce que vous parlez de 2,5 milliards d'Africains en 2050, un doublement de la population actuelle. Est-ce que les chiffres de recensement, comment est-ce qu'on recense les Africains? Est-ce que ces chiffres sont fiables? Vous donnez l'exemple par exemple du Nigeria dans votre livre. Ce n'est pas facile, évidemment. Non, c'est pas fiable du tout, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allé au-delà de 2050. Parce que 2050, vous êtes sur la terre ferme. Vous savez que les parents des enfants qui vont naître en 2050 sont déjà parmi nous. Si vous allez vers la fin du siècle, on arrive à quelque chose de très vague, et je ne voulais pas faire peur avec des chiffres. Très souvent, la démographie, les discours malthusiens, c'était pour faire peur. Ce n'est pas mon propos. J'insiste sur la jeunesse de l'Afrique, sur son dynamisme, et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un voisinage entre une population qui va être 5 fois supérieure à l'Europe en 2050 et les Africains vont être jeunes alors que les Européens seront autour de la cinquantaine, l'homme statistique. Justement, une petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire être jeune en Afrique aujourd'hui? Parce que cette notion, elle ne dépend pas que de l'âge. C'est très vrai. Ça veut dire localement être un petit, c'est-à-dire de ne pas avoir encore les moyens de son indépendance, de ne pas avoir un foyer, de ne pas avoir une maison. Et parfois, on a 30 ans, 35 ans, et on est encore sur le campus. Vous avez parfaitement raison de dire que l'âge biologique n'est pas décisif. Mais être jeune, c'est cette catégorie de ne pas être en pleine responsabilité. Alors, il y a aussi une notion très intéressante que vous développez dans votre livre. Vous dites que l'aide au développement, on en a encore parlé tout à l'heure avec le sommet de Bruxelles. Oui. En fait, paradoxalement, elle accentue, elle augmente le nombre de candidats au départ. Inévitablement, et ce n'est pas un effet pervers, puisque l'idée, c'est de faire prospérer l'Afrique. Et il le faut. Si l'aide au développement pousse en cette direction, on va plus facilement franchir le seuil dont je parle, et donc on va migrer massivement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut arrêter le développement? Non, il faut passer par là. Si vous regardez le Mexique, la migration a eu lieu entre 1975 et 2010, mais maintenant il s'est arrêté parce que un deuxième seuil de prospérité fait que les Mexicains préfèrent rester chez eux. Donc le plus vite on passe les 2 générations de migration, le mieux ça sera pour tout le monde. Oui. Alors, ceci dit, tous ceux qui veulent partir, qui veulent quitter l'Afrique, ne viendront pas nécessairement en Europe. C'est vrai, il y a une globalisation aussi des destinations, mais l'Europe est quand même le continent le plus proche. Il y a des liens historiques, il y a surtout des liens linguistiques, mais aussi les communautés. Quand vous sortez de votre village ou votre ville, si vous avez un parent, même éloigné quelque part, installé à Bruxelles, à Paris ou à Londres, ça vous facilite beaucoup l'entrée. Et donc, vous allez plutôt vers là. Mais vous avez raison de dire que ça se diversifie. 40% des demandeurs d'asile aux États-Unis sont aujourd'hui des subsahariens. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'Europe peut faire ou devrait faire, Stephen Smith, face à cette future immigration de masse? Accueillir les migrants, parce que ça peut aussi être une chance pour l'Europe d'accueillir les migrants, c'est pas nécessairement un handicap. Compenser aussi le vieillissement de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faut accepter l'idée que l'Europe, inexorablement, va s'africaniser. C'est inévitable, compte tenu du poids des chiffres. Après, il faut négocier, puisque la frontière, c'est pas la barrière fermée ou la barrière ouverte, c'est un espace de négociation. Mais on ne peut pas raisonner en chambre clos. On ne peut pas dire l'économie française a besoin de tant et tant d'immigrés, donc on prendra tant et tant d'immigrés. Ça ne marchera pas, parce que la pression est trop forte. Il y a une tendance à faire cette Europe forteresse, on voit bien. Il y a de plus en plus de contrôles, de barrières qui sont mises. On a payé 6 milliards d'euros à la Turquie pour bloquer 2,5 millions de réfugiés. La même chose en Libye, d'ailleurs. Exactement. Mais ça va être... Donc ça marche assez bien, ça. Ça marche un peu, mais ce n'est pas à la hauteur du défi. Et de toute façon, vous bouchez un trou, si je puis dire, et la pression va faire qu'on va repasser par le Maroc, on va passer par l'Espagne. Vous ne pouvez pas arrêter cela. Et c'est pas la bonne façon, parce que finalement, c'est la répression. Et l'alternative, c'est de payer une rente migratoire aux gouvernants en Afrique, essayer d'arrêter les dunes, en quelque sorte, stabiliser les dunes humaines. Ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut une vraie concertation, et il faut aussi que l'Europe comprenne. Les Européens ont migré. Chaque famille française avait un oncle d'Amérique à un moment donné. Je prédis que dans 1 ou 2 générations, chaque famille africaine aura un neveu ou une nièce en Europe. Alors on pourrait aussi, parce que vous en parlez dans le livre, stimuler la croissance démographique en Europe,
pour lutter contre le vieillissement de l'Europe, c'est-à-dire appliquer des politiques d'aide familiale, mais aussi appliquer des politiques de planning familial et de contrôle des naissances en Afrique. C'est peut-être ça qui est le plus important. C'est le plus important parce que si vous divisez une richesse nationale par le nombre d'habitants, il est évident que la recette la plus simple pour prospérer, c'est d'avoir moins d'enfants. Et c'est un discours qui n'a pas été tenu. Je ne crois pas que la jeune Afrique va remplacer ou se substituer à la vieille Europe, parce qu'on ne remplace pas des gens comme ça et on ne fait pas venir les bras et les cerveaux en Afrique. C'est de vrais hommes et de femmes qui arrivent et qui cherchent un bonheur, et donc ça a un coût social et c'est un travail d'intégration de part et d'autre. Alors, quand vous titrez votre livre « La ruée vers l'Europe », bien sûr, c'est un titre qui fait peur, c'est un titre polémique, c'est un titre d'éditeur. Pas du tout, pas du tout, parce que quand vous pensez que des dizaines de millions de personnes vont venir, et je ne pouvais pas titrer la promenade vers l'Europe. C'est pas la ruée sur l'Europe, c'est un clin d'œil par rapport à la ruée vers l'Afrique, mais ce n'est pas un titre, l'invasion, le péril noir, c'est pas du tout accrocheur. Ce que je voulais dire, c'est que votre livre, c'est pas un livre idéologique, c'est pas un livre, vous n'êtes pas pour une société, vous défendez pas une société européenne homogène, sans étrangers, ni d'ailleurs un métissage de l'Europe. C'est pas un livre idéologique. Non, je veux donner la géographie humaine et donner le factuel pour que chacun puisse se faire une idée. Et mon parti pris était que il faut jamais faire le compte sans l'autre. Donc c'est les nationaux qui décident qui peut entrer et qui ne peut pas entrer, mais qu'on ne peut pas avoir un voisinage où on ignore le sort du voisin. Alors, vous évoquez aussi, Stephen Smith, un autre défi majeur pour l'Afrique, c'est l'alimentation. Comment expliquer, dites-vous, que les greniers sont vides, mais que les terres sont productives, les terres africaines sont parmi les plus riches? Comment on peut expliquer ce paradoxe? C'est essentiellement en raison des rentes du pétrole, rentes des minéraux. Les gens ont abandonné l'agriculture parce qu'il y avait l'argent facile. Il y avait aussi la rente de l'aide au développement, il faut le dire, et peut-être demain, la rente migratoire. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une rente, elle peut être confisquée par une minorité et il empêche la majorité d'aller vers le travail de la terre, ce qui aujourd'hui est un problème fondamental pour l'Afrique. Merci beaucoup, Stephen Smith. Je renvoie à ce livre très, très intéressant, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. C'est chez Grasset. Merci. Merci à vous. Venu en parler dans 64 minutes.